Bonjour à tous. Alors, je vois qu'il y a pas mal de connectés. Super. Du coup, on est déjà une trentaine sur la partie connectée. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce sujet brûlant sur Facebook Capi, hein, on va traiter ce sujet-là sur la demi-heure qui vient, avant de pouvoir passer, au déjeuner, tous ensemble. Je vous invite peut-être juste à savoir, si vous pouvez nous répondre dans le chat, si vous nous entendez bien avec, notamment, Romain et moi-même. Bonjour à tous. Super, bon, tout est parfait. Très bien. Donc alors aujourd'hui, on va pouvoir attaquer, sur, donc ce sujet-là. N'hésitez pas, aujourd'hui, on est ensemble sur, voilà, une bonne trentaine de minutes sur la présentation, du webinaire, par rapport à ce sujet. Ensuite, on va avoir un temps d'échange, sur des questions et réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions directement. Il est possible qu'on les traite directement en live selon, la pertinence de la question et surtout, le sujet en question. Mais sinon, on fera une repasse quand même à la fin avec Romain sur, les différentes questions-réponses. Donc, n'hésitez pas et n'hésitez pas à poser vos questions. Donc voilà, donc on se retrouve maintenant, sur le sujet Facebook Capi et notamment server-side au plus global. Et donc pour cela, aujourd'hui, je suis accompagné donc de Romain Berthe, chez, Addingwell pour pouvoir discuter de tout ça. Bonjour à tous. Donc, parmi les sujets qu'on va traiter aujourd'hui, on va dégrossir aujourd'hui sur le server-side au global, hein, bien sûr, surtout sur des données plutôt contextuelles, marché, sur où on se situe aujourd'hui par rapport au server-side. Voilà, c'est pour vraiment planter le décor. Et ensuite, on va pouvoir approfondir vraiment sur le sujet du moment qui est donc sur le Conversion API Facebook, notamment par rapport à ses avantages, les mises en place, quelques tips qui vous seront partagés aussi. On va parler technique parfois. On va parler aussi des sujets globaux qui contextualisent tout ça. On va aborder ensuite avec Romain la démystification sur la charge côté IT. C'est vrai que parfois c'est difficile à appréhender, notamment sur la charge qui va vous incomber côté annonceur ou côté agence, voire côté partenaire sur l'ensemble de ces sujets. Donc on va pouvoir traiter l'ensemble de ces points-là sur cette partie-là. Et ensuite, on va attaquer sur les impacts, notamment du KPI Facebook sur la collecte, mais également indirectement sur le business, qui sera présenté à travers l'étude d'un cas client. Et donc, comme je vous l'ai dit, en fin de session, on aura donc une partie d'échange sur des questions et des réponses. En fonction du timing qui nous restera, on aura 5 à 10 minutes dédiées par rapport à ce sujet-là. Alors, tout d'abord, je vais quand même faire un petit, récapitulatif donc, sur, qui vous représente, aujourd'hui. Donc, moi je représente donc l'agence Bespoke, pour le pôle analytics notamment. Sachant que Bespoke regroupe, plusieurs pôles d'expertise, notamment sur de la partie média, donc sur du SEO, du SIA et également du social ads influence, sur du contenu et également de la stratégie de contenu. Et donc aujourd'hui, je représente le pôle, analytics, un pôle qui du coup a été créé en 2010 avec plus de 20 experts à disposition sur analytics et une moyenne d'expérience, de plus de 5 ans. Donc, par rapport à l'équipe, en place et aujourd'hui, on a un taux de fidélisation client à plus de 90 par rapport aux clients qui nous font confiance. Vis-à-vis de ces clients, on peut les retrouver ici, hein, on a pas mal de partenaires, sur lesquels, capitaliser. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par Romain qui, du coup, représente Addingwell. Yes, merci. Et donc, Romain Barthes, je suis un des cofondateurs d'Addingwell. On est un éditeur de plateforme spécialisé sur la partie server-side, dont on va pas mal parler aujourd'hui. On accompagne plus de 250 marques sur ces projets techniques au travers de nos partenaires certifiés dont Bespoke fait partie depuis quasiment le début d'Addingwell. L'idée, c'est quoi? C'est on commercialise une plateforme qui va gérer vos infrastructures serveurs pour gérer ce projet-là, un support premium à votre disposition, puisque c'est un nouveau monde qu'il faut appréhender, et surtout après, toute une interface de monitoring de votre data pour s'assurer que, même côté serveur, vous envoyez bien de la data de qualité à vos partenaires. Ça, c'est les projets qui sont importants côté server-side et
qui me permettent aussi d'introduire le sujet, parce que tout le monde n'a pas le même niveau d'égalité sur le server-side, et notamment les parties Facebook conversion dont on entend beaucoup parler, parce que c'est marketé par Facebook et c'est aussi beaucoup poussé par les agences médias, et notamment le département social ads chez Bespoke. Mais juste avant ça, pour remettre tout le monde un peu à égalité, c'est de se dire, OK, c'est quoi le server-side? Pourquoi on en parle beaucoup? Et est-ce que c'est vraiment une fatalité, comme beaucoup le vivent côté annonceur? Pas forcément. Ce qui est sûr, c'est que c'est le paysage côté data qui évolue et côté tracking depuis 2018 et les prémices du RGPD et le premier bandeau de consentement où on commence à perdre de la data, jusqu'à les dernières innovations d'iOS et Safari ou la fin des cookies tiers promis en 2024 sur Chrome. Le point à savoir, c'est qu'aujourd'hui, les cookies tiers vont totalement disparaître. Ils ont déjà disparu sur cette timeline, en fait, 2018-2023, chez Safari, iOS, Firefox et Brave, Edge également. Ils sont encore en vie chez Chrome. Et donc, on a un marché publicitaire global où toute l'asset analytics est basée sur le cookie tiers qui doit évoluer puisque cette denrée va disparaître. L'autre sujet analytics, comme on parle aussi avec des responsables analytics côté et sur ce webinar, bien il y a l'idée aussi de maintien de durée de vie des cookies, un cookie first party qui est déposé par un site web ou son outil analytics, Piano, GA, Adobe, a une durée de vie de 7 jours maximum sur un environnement iOS Safari. Et donc, tous ces sujets-là sont liés à l'amélioration de la qualité de données, aussi bien pour vous sur la maîtrise de votre asset analytics, mais également en transmission à vos partenaires, puisque c'est un monde qui va devoir évoluer chez chacun des annonceurs. Pourquoi on est à peu près sûr que ça va évoluer? C'est parce que ce n'est pas ni Google ni Safari uniquement qui ont décidé de casser les pieds à la web analyse du marché. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a 3 éléments importants dans l'analytique. Le premier, c'est que les géants du web et notamment les navigateurs Internet ne veulent plus être responsables du tracking, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on traque, on fait exécuter du code dans le navigateur. Il y a eu des scandales qu'on a tous entendus, comme Cambridge Analytica, qui ont mêlé des corporations qui ont essayé de tricher un peu avec la data et des géants du web, notamment sur Facebook. Donc, Apple et les autres n'ont pas envie d'être mêlés à des failles de sécurité ou à de l'abus de collecte de données. Deuxième élément, il y a aussi nous, Européens, et maintenant un peu partout dans le monde, une responsabilité de traitement de l'annonceur. Vous devez savoir ce qui est collecté, vous devez respecter les choix de l'internaute et vous devez pouvoir les justifier. Ce qui est sûr, c'est quand on exécute le pixel de Facebook, dont on va beaucoup parler aujourd'hui sur son site Internet, on donne la main à Facebook pour collecter de la data sur notre site Internet. En aucun cas, on peut être responsable de traitement parce qu'on ne sait pas ce qui est exécuté. On fait confiance à Facebook et on sait bien que faire confiance aux GAFA, des fois, ça peut être un peu limité puisqu'ils vont ponctionner quelques données dont on se serait pas forcément embarqué en termes de relations entre nos annonceurs et nos partenaires médias. Et dernier élément, c'est plus on avance, plus le marketing fait des campagnes, utilise des prestataires différents, et à chaque fois que vous avez une bonne idée de campagne, vous allez voir l'IT en disant on va encore développer ou on va encore déployer un script sur le site qui va ralentir la perf. Et la web perf aujourd'hui est devenue un enjeu crucial aussi dans l'expérience utilisateur et l'amélioration du taux de conversion. Donc en fait, ces 3 éléments font que globalement, rester sur le schéma client-side qui est celui-ci va disparaître au profit du server-side chez à peu près tous les annonceurs. Pour rappel, le client-side, ça c'est que vous ayez Google Tag Manager, Commanders Act ou un autre TMS du marché, c'est à peu près le même fonctionnement. Vous avez, au moment où j'arrive sur votre site Internet, un conteneur web qui est exécuté. Et dans ce conteneur web, vous avez l'intégralité des tags que vous avez ajoutés. C'est dans ce schéma-là qu'on se rend compte toute la complexité qu'on a évoquée. C'est tout est exécuté dans le navigateur. Donc, le gendarme, c'est le navigateur. S'il n'a pas envie d'exécuter, il n'existe pas. Il n'exécute pas. Et donc, c'est pour ça qu'on a ces restrictions-là. Et de l'autre côté, on voit bien l'impact sur la web perf. Chaque tag est exécuté les uns à la suite des autres au niveau du navigateur et la donnée part chez des tiers sans qu'on ait le contrôle. Et donc, c'est ce monde-là qui est en train d'évoluer. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'une migration du client-side vers le server-side. Ça a des conséquences chiffrées. Et chez Bespoke, côté Pôle Analytics, vous avez fait des études. Et Damien, je te relaisse la main sur cette partie-là, mais c'est hyper intéressant de se rendre compte de l'impact.
Ouais, tout à fait. Merci Romain pour ce récap contextuel. Et en effet, si on traduit ça de manière plutôt visuelle, on se rend compte notamment, voilà, ce qui est matérialisé ici, c'est notamment un diagramme à barre qui représente les outils exemptés qui sont ici en bleu clair. Donc, un outil exempté et en server-side. Lorsqu'on parle d'outils exemptés, ce sont ceux qui ont été validés par la CNIL comme pouvant être exemptés de consentement. C'est-à-dire qu'on peut traquer l'utilisateur pour certaines mesures d'audience sans avoir besoin de recueillir son consentement. Ce qui fait que forcément, lorsqu'on est sur une population de 1000 utilisateurs, on va récupérer la totalité du trafic puisqu'on est à la fois en server-side et via un outil exempté. Donc là, pour le coup, on est dans le cas de figure le plus bénéfique, on va dire, pour la collecte. Lorsqu'on va partir sur un outil qui est juste exempté via la CNIL, donc on va avoir la première partie avec le consentement, on ne prend pas en compte le consentement, donc on va collecter la totalité de la population. Et ensuite, on va voir directement la partie dégressive avec l'application des adblockers, puisque c'est du JavaScript qui est directement exécuté sur un navigateur, donc on va perdre, d'après les données marché, plus de 25% de notre trafic. Bien sûr, après, c'est à pondérer selon les secteurs d'activité, selon la stratégie de collecte, selon l'acquisition aussi, bien sûr, hein, mais là, ce sont des chiffres du coup marché globaux. Donc après application des adblocks, on voit qu'on perd déjà une partie de la population. Ensuite, on a également les navigateurs eux-mêmes qui disposent d'adblockers et plutôt de tracking prevention qui font qu'on perd encore une partie de cette population. Et à horizon 2024, avec la fin des cookies tiers de Google Chrome, on voit directement que même un outil exempté de consentement, aujourd'hui, on arrive à moins de 25% de la collecte sur cette population-là. Si on fait également le parallèle avec Google Analytics, pour le coup, qui n'est pas un outil exempté de consentement, hein, il est soumis au consentement explicite. Ce qui est également le cas des tags médias. Tout à l'heure, on parlait du pixel Facebook. Il faut absolument recueillir le consentement utilisateur pour pouvoir déposer ces pixels-là, hein, côté navigateur. C'est valable pour les autres tags médias et Google Analytics. Et ben là, en fait, on se rend compte déjà que de base, on perd quasiment 40% de cette donnée-là, rien qu'avec le consentement. Donc, en plus, aujourd'hui, les utilisateurs sont de plus en plus sensibilisés aux bannières cookies et ont tendance à avoir le réflexe de les refuser plus facilement avec l'expérience. Et donc, ajouter à cela les adblockers. Donc, pour la partie server-side, on n'en parle pas, on conserve la donnée. On le voit sur le diagramme avec le orange plutôt foncé. Donc là, on a juste l'impact du consentement qui vient impacter les chiffres. Par contre, sur des tags médias conditionnés à la fois sur le consentement et qui ne sont pas basculés en server-side, là, on voit directement l'impact, notamment sur les adblockers pour une perte encore de 25%, sur les restrictions Safari Firefox estimées à 25 à 30%, et également la fin des cookies tiers et Google Chrome estimée à plus de 50%. Ce qui fait qu'on récupère désormais une partie infime des données qui font que derrière, pour le pilotage et les campagnes, on arrive sur des données trop imprécises pour pouvoir pour pouvoir piloter à la performance, notamment sur des données collectées via cela. Donc là, c'est une illustration plutôt visuelle des impacts, notamment de ce qui est déjà en place avec l'adblocker et les restrictions Safari Firefox, et de ce qui va venir notamment avec la fin des cookies tiers de Google Chrome. Et sur ce point-là, Damien, le temps que tu passes à ta slide suivante, tout ça, c'est adapté à votre secteur d'activité, hein. Nous, on le voit, c'est vrai que dès que vous êtes prêt-à-porter, luxe, le poids de Safari iOS est bien plus important. Et donc, cette restriction cookie first et plus de cookie tiers, bah, des fois, elle est déjà super haute. Et c'est pas, je dirais que c'est pas Chrome qui va impacter plus l'annonceur, parce qu'en fait, au final, des fois, Chrome, c'est que 20 à 30% de votre trafic. C'est sûr que dans la globalité, Android et Chrome, c'est énorme, mais certains secteurs d'activité sont quasiment à 70% d'Apple et Safari. Tout à fait. Donc, le but aujourd'hui, c'est, donc on l'aura mentionné, hein, et vous l'aurez compris, c'est donc de basculer en server-side. Et donc, le principe même du server-side, ça va être de transformer les cookies tiers qui sont donc identifiés, bloqués via des navigateurs, via des adblockers, voire la fin des cookies tiers avec Chrome, pour les passer en relation first party, pardon. Et donc, ce qui va faire qu'on va pouvoir bénéficier d'une collecte accrue
et on va pouvoir contourner notamment tout ce qui va être Adblocker, Safari Firefox et Google Chrome. Bien sûr, on ne contournera pas le RGPD, on l'a vu sur le graphe juste avant, le server-side ne permet pas de ne pas prendre en compte le consentement de l'utilisateur. Il va falloir quand même récolter son consentement utilisateur pour pouvoir le déclencher, même en server-side, hein. Voilà, c'est la petite parenthèse, puisque parfois il y a confusion là-dessus. Le RGPD n'est pas bypassé, contrairement au Adblocker et à certains navigateurs. Donc là, c'est le principe du server-side. Pour le cas de Facebook, c'est ce qu'on appelle le Conversion API, donc CAPI, qui est donc la méthodologie server-side pour Facebook. Et pour Google Ads, ça va être le suivi avancé des conversions, par exemple. Donc voilà, ce sont les noms qui sont donnés. Donc voilà pourquoi on parle aujourd'hui du CAPI Facebook lorsqu'on parle de server-side. C'est applicable à quasiment tous les tags médias. Tous les partenaires médias ne disposent pas d'une brique server-side. Par contre, c'est clairement la tendance et aujourd'hui, c'est là où le marché semble aller. Et donc, ça va s'accélérer surtout en 2024. Et également, les outils de mesure d'audience disposent de l'application server-side. Si on prend le concept de manière visuelle, encore une fois, pour vous montrer, c'est vraiment aujourd'hui, voilà, l'utilisateur se rend sur son navigateur. Tout va se passer du coup côté serveur pour pouvoir mettre en place cette relation first party. Ce qui va faire qu'on va avoir une infrastructure côté serveur. Donc, notamment, nous, chez Bespoke, on passe avec Addingwell pour gérer cette infrastructure côté serveur. Et également d'un conteneur SGTM. Tout simplement, c'est la partie server-side de GTM. C'est le server-side GTM. À partir de ce moment-là, une fois qu'on aura établi cette infrastructure côté serveur, on va pouvoir être en relation directement avec les médias. Bien sûr, on a parlé des outils de mesure d'audience avec l'analytics, donc Google Analytics, Matomo, etc. Par contre, il y a également la partie média avec CAPI et également Enhanced Conversion de Google Ads et d'autres partenaires, mais ça peut également impacter tout ce qui va être les solutions de CRM, CDP. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est également un sujet. On pourrait très bien les basculer en server-side et également sur tout ce qui est data warehouse. Concrètement, les avantages du server-side, si on les liste ici, c'est donc Romain, on a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, mais c'est le fait de se repositionner sur un cookie en relation first party qui fait que du coup, on n'aura plus qu'un cookie unique qui déjà impacte drastiquement les web perfs. Donc ça ravira le département IT, notamment chez l'annonceur, puisqu'aujourd'hui, on va venir alléger l'exécution des scripts directement côté navigateur et donc forcément accroître la web perf. Derrière, on va pouvoir donc mettre en place ce serveur tel qu'on vous l'a présenté sur le schéma juste avant, ce qui permettra notamment de contourner les adblockers et les restrictions, comme on l'a vu. Il y a un point également important qu'on souhaite souligner qui nous tient à cœur, c'est, comme l'a dit Romain, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on exécute un pixel qui est directement exécuté côté navigateur, on ne sait pas ce qui est fait derrière, on sait ce qui est fait, mais c'est la porte ouverte à la collecte à outrance. Aujourd'hui, le fait de passer via un serveur permet d'avoir une data governance qui est propre à vous. Vous décidez de ce que vous envoyez aux services tiers comme Meta, Google Ads, etc. Donc, à la fois, le but, ça va être d'améliorer la web perf, contourner les adblocks pour collecter plus, mais également collecter mieux. C'est-à-dire qu'on va avoir une data governance et une data quality qui sera propre et chez nous, ce qui va permettre, notamment, on le verra après, d'accroître tout ce qui va être les scores, notamment de la collecte côté Facebook. Et bien sûr, derrière, on va chercher à optimiser les algorithmes parce que la finalité, c'est aussi quand même le business. Et donc, on va servir tout cela grâce aux avantages du server-side sur ces 4 gros piliers. Donc, voilà pour le tour d'horizon sur les données contextuelles et le marché. Maintenant, on va parler plus spécifiquement sur CAPI Facebook, puisque forcément, c'est l'objet du webinaire, et donc notamment sur sa mise en place, les avantages et quelques tips à vous partager. Donc, si on prend notamment la partie, on le disait tout à l'heure, lorsqu'on passe sur le Conversion API Meta, ça va nous permettre du coup d'attribuer des conversions avec plus de précision grâce au server-side, puisqu'on va aussi décider de la donnée qu'on souhaite envoyer. Bien sûr, il faut que cette donnée soit disponible dans ce qu'on appelle le data layer. C'est l'objet qui va nous permettre de piocher les informations dans ce data layer et d'alimenter Analytics, les médias, etc. Donc, nous, on a besoin déjà, dans un premier temps, d'avoir ce qui s'appelle, dans le data layer, l'adresse mail. Ensuite, ces données vont être hachées de notre côté. C'est un prérequis pour pouvoir faire tourner correctement Conversion API Meta, c'est de récupérer l'adresse mail dans le data layer, de le hacher et de l'envoyer côté CAPI. Bien sûr, il y a des optimisations qui sont possibles.
c'est de renseigner tout ce qui va être données e-commerce, le numéro de téléphone toujours haché et les informations plutôt, à l'utilisateur dès lors qu'il est logué, récupérer tout ce qui va être le genre, l'adresse, nom, prénom, qui va permettre en fait de nourrir l'algorithme et de recibler plus précisément grâce au KPI Facebook. Bien sûr, ces données sont hachées au préalable et doivent être, envoyées ensuite. Voilà pour le tour d'horizon, sur cela et notamment sur, le passage, du coup, les prérequis notamment pour le Conversion API et les optimisations à prévoir. Top. Et puis, ça, c'est le fonctionnement, je dirais, de CAPI au niveau global. Et ensuite, il y a la façon dont vous allez l'implémenter. Donc, effectivement, CAPI, vous avez différentes méthodes. Ici, on est sur un projet GTM server-side. Donc, on évoque celui qui est lié à l'API compatible sur votre conteneur serveur. Il y a potentiellement d'autres méthodes pour le faire. Par contre, il y a un élément qui est extrêmement important sur ce sujet CAPI, et vous en avez sans doute entendu parler, c'est la logique de double tracking. Et ça, c'est un des sujets qu'on voit beaucoup en ce moment sur le marché. C'est-à-dire que quand on prend les guidelines de Facebook et donc la documentation qui a été réalisée il y a un an et demi, je dirais qu'il y a deux aspects. Le server-side est une techno en devenir, entre guillemets, par rapport à maintenant, depuis quelques mois, qui est vraiment un équipement majeur chez la plupart des annonceurs. Donc, il y a toujours un stress technique de dire, bah, OK, j'envoie mes données, mais je conserve le pixel. Et le deuxième élément, c'est que comme il y a encore des cookies tiers sur Chrome, Facebook aime bien déposer quand même son cookie tiers sur Chrome parce que ça lui sert pour vos concurrents ou pour ses autres clients. Donc, c'est vrai que ça, c'est le schéma un peu plus technique pour ceux qui ont fait un peu de GTM, mais qui va être assez simple à comprendre. C'est-à-dire qu'à gauche, vous avez la partie client-side, votre site web et votre conteneur web, dans lequel vous avez votre tag, par exemple GA4, et vous avez votre pixel Facebook. Le principe du server-side, c'est de dire, OK, bah, les données de mon tag principal, je les envoie côté serveur et ensuite je branche Google Analytics, Matomo ou Piano, je branche Google Ads et ici, pour le cas du webinaire ici, effectivement, je branche CAPI, donc le Facebook server-side de CAPI. En parallèle de ça, je continue à exécuter mon pixel côté site web et Facebook reçoit donc deux événements, un événement pixel quand le pixel a été exécuté et un événement serveur, et il gère la déduplication de son côté dans Business Manager. Ça marche, c'est très bien. Par contre, si vous le montrez à votre IT avec tous les bénéfices que Damien évoquait, et notamment la web perf, on se rend compte que sur ce sujet-là, on n'a pas l'amélioration de la web perf, puisqu'on continue à exécuter le pixel sur ces éléments-là. Donc, en fait, côté annonceur, vous avez bien l'avantage d'utiliser CAPI et donc d'augmenter, et on verra tout à l'heure quelques niveaux de ROI sur ce sujet-là, mais vous avez l'inconvénient de ne pas améliorer la web perf et de ne pas avancer sur la gouvernance, parce que même si vous avez le contrôle de ce que vous envoyez, de toute façon, Facebook a quand même collecté des données sur vos éléments. Si on se met à la place de Meta, eux, ils ont tous les avantages, c'est-à-dire qu'ils ont bien des nouveaux événements pour vous permettre d'améliorer le ROI de vos campagnes, mais d'un autre côté, en plus, ils vont récupérer des datas chez vous via le SDK JS, notamment vos produits, la taille des visuels, le temps passé sur votre site internet, enfin tout ce qui se passe sur votre site, ils le récupèrent pour eux s'améliorer de votre côté. Donc le tip, ce qu'on vous partage, c'est d'utiliser aussi les bons templates. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs template tags côté GTM server-side. Chez Addingwell, on en a développé un, et il est présent sur notre dépôt GitHub avec une documentation qui est présente sur notre site internet. Mais l'idée, c'est de faire du vrai server-side, c'est-à-dire qu'on se sert de l'information serveur. Je ne vais pas aller très loin dans l'explication technique, mais c'est qu'on a la capacité de supprimer l'exécution du SDK.js et des callbacks, comme Joran le met dans le chat directement là. Effectivement, c'est cette technique-là, c'est d'envoyer une instruction côté serveur sans l'exécution du pixel. Donc, on capitalise bien, c'est-à-dire que s'il y a un cookie tiers, on l'utilise et on envoie les données à Facebook, mais on n'exécute pas le SDK JS de son côté. Pour la question, du coup, on vient de faire Pinterest aussi sous ce format-là. Et effectivement, il y a aussi des partenaires qui peuvent le faire, si vous savez le faire. Il y a ces éléments-là. Mais vous pouvez récupérer cette partie-là. Sur le sujet WebPerf, l'idée, c'est le temps de chargement de votre site Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'exécution de chacun des tags côté client et dans le navigateur, chaque tag va impacter
à lui-même la web perf, puisque en fait, le chargement va être exécuté et donc en fait, on a un ralentissement. Plus vous avez de tags, moins votre site est rapide. Et donc là, l'idée, et c'est le principe même du server-side, c'est de décharger tous ces appels client-side côté serveur. Mais c'est vrai que dans le cas de Capi, comme ça a été développé assez rapidement par Facebook et pour l'intérêt de Facebook, mais pas pour l'intérêt de l'annonceur, entre guillemets, le principe de WebPerf n'a pas du tout été appliqué. Et c'est vrai que nous, on a vu des DSI sur le marché qui se sont dit, mais attendez, ce n'est pas du vrai server-side que vous faites. Et si vous avez votre DSI qui, quand vous allez monter un projet server-side qui lit la doc Facebook, il pourrait vous répondre, attends, ce que tu es en train de faire au marketing, ce n'est pas du tout du vrai server-side. Et donc là, on a converti ça. Donc Pinterest, il est dispo sur notre dépôt GitHub également. La doc, elle va bientôt être réalisée. Et ensuite, effectivement, on ira vers les autres tags pour vous aider là-dessus. Donc ça, c'est un tip qui est assez important parce que l'idée, c'est effectivement aujourd'hui de vous partager le meilleur ROI et la meilleure façon d'implémenter cette partie-là. L'autre élément d'aujourd'hui, c'était aussi de démystifier ce côté technique, parce que là, on a pris quelques arguments, on a parlé d'infra, de serveurs et autres, et l'idée, c'est aussi de se dire que ce n'est pas si compliqué de se lancer là, et Damien, dont les équipes sont experts, peut vous faire un petit retour sur le déploiement. Ouais, du coup, notamment par rapport à tout ça, nous, aujourd'hui, pour, la gestion de l'infrastructure, on passe, du coup par Addingwell, tout simplement, pour, les raisons qui sont citées ici, hein. C'est que la conception de l'architecture, du coup, n'est pas, à la charge de l'annonceur et Dieu sait que c'est quand même assez, complexe à maintenir, à mettre en œuvre, et à gérer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on passe par, Addingwell, notamment pour toute cette gestion de l'architecture. Donc voilà, ça implique forcément de ne pas surcharger l'IT parce qu'ils ont également beaucoup de sujets et parfois, si on vient mettre un projet server-side qui vient impacter l'IT trop profondément, ça risque de prendre du temps et parfois de ne même jamais voir le jour. Donc c'est pour ça qu'on préconise de passer directement via Addingwell. Et derrière, il y a toute une interface qui permet de monitorer les hits entrants, de gérer notamment tout ce qui va être l'autoscaling. Donc, dès qu'on va avoir des montées en charge, des choses comme ça, tout ça va être géré côté infrastructure chez Addingwell. Et le modèle est simple d'utilisation. On le verra après, notamment sur le graphe visuel, puisque on va avoir des configurations à effectuer qui seront de notre côté. Bien sûr, on va devoir demander au département IT de nous fournir notamment du whitelisting sur des DNS, voilà, des actions, mais qui restent mineures par rapport à ce que peuvent penser les annonceurs sur une mise en place server-side qui parfois peut faire peur. Donc, c'est pour ces bonnes raisons-là. Et si on avance, bien sûr, on peut également, selon différentes stacks, se poser des questions. Et aujourd'hui, pour migrer vos tags en server-side, si vous avez déjà fait une migration GA4, ça va être très, très, très fluide puisqu'il vous reste juste à créer le conteneur serveur dans GTM, hein. On parlait tout à l'heure de SGTM. Et derrière, mettre à disposition du coup le tagging sur le serveur. Donc, nous, on passe avec Addingwell. Donc, via Addingwell, on dépose donc le sous-domaine, on whitelist le DNS et il nous suffit d'appeler l'URL directement dans SGTM. Ensuite, je réalise la migration en server-side et j'installe Capi en dernier point. Donc là, c'est lorsque vous êtes dans la stack où votre migration est déjà faite et où vous êtes dans le cas d'un GA4. Bien sûr, si vous utilisez un autre outil analytics sur le marché, c'est pas incompatible puisque vous avez également la possibilité de le faire en passant directement toujours via un conteneur SGTM, puisque bien sûr GTM et Google Analytics sont décorrélés, hein. GTM est un gestionnaire de balises et Google Analytics, c'est la solution Analytics. Donc, c'est pas incompatible de passer avec une autre solution Analytics et SGTM. Et derrière, du coup, on met dans GTM les serveurs pareil, de la même façon pour le tagging. On installe ce qu'on appelle du coup le global tag de Google et ensuite on transforme la data directement depuis le serveur. Et la finalité, c'est également d'installer Capi. Il y a également des particularités pour ceux qui utilisent Shopify. Vous pouvez directement le faire depuis Shopify avec le serveur to serveur. Et dans ce cas-là, vous allez appeler directement SGTM depuis Shopify, en fait. Ce qui fait que c'est simplifié. Shopify travaille beaucoup sur les intégrations côté serveur. Donc, c'est selon vos stacks, les 3 options qu'on a listées ici. Il se pourrait qu'il y ait des cas particuliers, hein, dont on ne parle pas aujourd'hui, mais c'est les 3 éléments qu'on a remontés.
Ouais, et d'ailleurs, c'est un peu le venez comme vous êtes. On a souvent, nous, la question côté Addingwell en disant j'ai un autre TMS que GTM client-side. C'est tout à fait compatible, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même TMS client-side et server-side. Des fois, ça permet d'éviter de tout migrer. Il y en a un qui est très répandu en France et sur certains annonceurs et dans le retail, c'est Commanders Act. Vous pouvez très bien avoir Commanders Act client-side et faire votre expérience server-side avec GTM. On a plusieurs clients dans ce cas de figure-là. Donc, je dirais qu'à chaque fois, ça, c'est à voir avec votre partenaire Analytics, mais vous n'êtes pas obligé de concevoir ça dans un projet de migration complète. Tout à fait. Et donc, clairement, dans les faits, voilà, lorsqu'on a mis le tag GA4 ou l'alternative côté serveur, il n'y a plus que la migration à effectuer. Donc, c'est ce que je vous disais par rapport aux impacts et un peu la démystification de tout ça. C'est derrière, vous ouvrez votre conteneur côté serveur, vous déployez les serveurs, bien sûr, en ayant whitelisté les DNS du serveur en question pour le passer en relation first party et modifier du coup le transport d'URL. Donc ça, ce sont des modifications à faire qui sont directement un petit peu, pas du drag and drop, mais vraiment des choses qui sont assez simplifiées et assez user-friendly pour le coup sur de la migration. Donc, on ne met pas vraiment. Enfin voilà, tout est géré également côté Addingwell, hein, ce qui permet aussi d'avoir une interface simplifiée et compréhensible sans forcément avoir fait 10 ans d'IT derrière nous. Et pour briefer les équipes derrière, c'est simplifié. Il y a également le support d'Addingwell qui est très réactif et accompagne également les annonceurs et les agences par rapport à ces sujets-là. Et une fois que vous avez fait ça, comme on l'a dit dans la slide juste avant, il vous suffit de faire le setup du coup de votre KPI Facebook, déployer le tag côté serveur. Ensuite, bien sûr, mesurer le ROI, ça c'est implicite, hein, et informer du coup les agences que la collecte est en train d'être modifiée pour pouvoir mesurer ça, notamment sur le ROAS et les autres outils qui permettent de monitorer le passage en server-side. Et ensuite, il y a des techniques, bien sûr, pour bypasser les adblockers, notamment lorsqu'on parle des hébergements des fichiers en first party, tout ce qui est JS en first party, utilisation des URL alternatives pour se repositionner sur une relation first party, et ce qui nous permet donc de récolter, comme on voyait sur le graphe tout au départ, une bonne partie des users qui disposent d'adblockers, voire de navigateurs qui ont une tracking prevention avancée. Donc ça, c'est pour démystifier un petit peu tout ça. Vous avez un petit peu le tableau de ce qui a été mis en place. Et aujourd'hui, dans ce qu'on entend par le côté client-side, on pourrait jouer à la question de Sarah. Notamment, c'est tout simplement ce qui est exécuté côté navigateur. Donc, lorsqu'on va parler de server-side, c'est tout ce qui va être effectué côté serveur. Et quand on va parler de client-side, ça va être tout ce qui va être exécuté sur le navigateur. Top. Et puis, ça me permettra en plus de répondre aussi à quelques autres questions, notamment sur ce qui se passe, et qu'effectivement, tout ce principe-là, server-side, est bien évidemment d'arrêter les cookies tiers. Donc, c'est forcément le mécanisme de prévention de la fin des cookies tiers sur Chrome. Et encore une fois, comme je le disais en intro, hein, c'est déjà le cas depuis 1 an et demi sur Safari iOS. Hein. Souvent, on oublie ça, mais les cookies tiers. C'est aussi pour ça hein, que si vous regardez vos performances ou les CPC de social ads comme chez Meta, vous avez votre ROS qui a un peu baissé depuis 1 an et demi, et vous avez vos CPC ou vos CPM qui ont augmenté. Ce n'est pas parce que vos campagnes sont moins bonnes, hein, c'est principalement parce qu'il y a de moins en moins de data. On peut citer le retargeting aussi, hein, par exemple chez Criteo, hein, qui a été un peu catastrophique dès que Safari a décidé de couper les cookies tiers. Donc, l'idée, c'est vraiment de changer cette relation. Ce n'est plus le cookie tiers de votre partenaire, mais c'est vous qui envoyez la data. Et pour matcher, et ça, c'était une question aussi qu'on avait, c'est bien l'email haché qui va être la principale clé d'identification entre les walled garden et donc Meta et l'annonceur. Mais vous pouvez aussi, hein, il y a 5 à 6 variables personnelles que vous pouvez envoyer, puisqu'après, eux sont capables de faire de leur côté une sorte de graph ou fingerprinting. C'est-à-dire que si vous envoyez nom, prénom, code postal et que vous n'avez pas l'email, il y a cette possibilité-là. Donc ça, c'est les points d'ancrage. Et vous verrez que le server-side, il ouvre aussi un dernier sujet qui est pour ceux qui ont des magasins ou du offline. Vous pouvez aussi envoyer des données de vos magasins et donc les tickets de caisse sur vos plateformes médias pour encore aller plus loin dans l'enrichissement des algorithmes. Ça, c'est, je dirais, les use cases niveau 2, puisqu'on souvent, on part du marketing digital pour ensuite faire rayonner le server-side. En matière de ROI et business, pour que vous ayez quelques insights là-dessus, si je vais là-dessus et que je reprends le server-side au global par rapport, et ça répond à différentes questions qui étaient aussi dans le chat, mais
En gros, le premier élément, c'est Analytics. C'est-à-dire qu'en maintenant votre cookie first party, y compris sur iOS et Safari, qui a une durée de vie de 7 jours maximum, ça pose des problèmes aujourd'hui sur 3 cas de figure dans votre plan média. C'est l'attribution multitouche. Si vous n'êtes pas au last click, vous avez des pertes puisque votre fenêtre d'attribution sur Safari iOS, elle est de 7 jours, puisqu'à chaque fois, au bout de 7 jours, la personne devient un nouvel utilisateur quand elle revisite votre site. Donc, si elle commande au 8e jour, vous êtes comme si c'était un modèle last click. Deuxième élément, c'est le retargeting et la puissance de son reach. Si à chaque fois, vous envoyez des nouveaux users à Facebook Retargeting ou à Criteo, les algorithmes d'intention, de chaleur de cette personne sont quasiment à zéro puisque vous envoyez une nouvelle donnée. Eux ont perdu leur cookie tiers de leur côté. Et donc, vous envoyez des données en disant, tiens, ce serait bien de retargeter cette personne-là, mais cette personne-là, je ne peux pas te donner d'indice. Alors que la puissance du retargeting, c'est de dire, bah, cette personne-là, c'est la 3e fois qu'elle vient sur mon site, regarde l'historique de l'intégralité des produits et améliore le retargeting. Et ensuite, la personnalisation ou l'A/B test, forcément. Si quelqu'un fait 2 visites sur votre site espacées de 7 jours, bah, si vous faites un A/B test, il aura la version A et potentiellement la version B aussi. Donc, statistiquement, on a des biais. Ils sont à peu près de 13%. C'est-à-dire qu'au bout de 100 jours, on a reconnu 13% d'utilisateurs en plus. C'est une moyenne. Donc, dès que vous avez plus de 40% de Safari iOS, ce chiffre, il est un peu plus gros. Si vous avez plutôt 30% de Safari iOS sur votre trafic, il est plutôt de cette moyenne-là. Donc ça vous donne le premier bénéfice de l'impact server-side. Le deuxième, c'est le bypass des adblockers. À gauche, la mesure benchmarkée chez Addingwell, chez nos clients. Quand on est en first party analytics, c'est-à-dire qu'on a fait un petit sous-domaine ou ce genre de choses, on va récupérer 3% de hits sur mobile, le bleu clair, vert clair, et 5% sur desktop. Quand on passe en server-side avec les mécanismes de proxification de GTM, donc côté serveur, on va récupérer jusqu'à 15% de hits supplémentaires sur desktop et 4% sur mobile. Ça, le ROI, il est assez simple, c'est-à-dire que c'est 15% de reach en plus en retargeting. Facebook, Criteo étaient bloqués par les adblockers, ils ne le sont plus. C'est 15% de hits en plus dans votre outil GA4, Piwik, Matomo, puisque ce sont des hits sur lesquels, s'ils avaient été implémentés dans votre conteneur GTM client-side, ils étaient adbloqués. Donc ça, c'est les éléments. On a un petit use case sympa qui a été fait aussi sur le marché et sur lequel on va bientôt publier aussi. La revue du praticien, ils ont un cookie wall qui permet c'est un site internet en accès professionnel payant. Et en fait, l'adblocker ne permettait pas au cookie wall de s'afficher. Et donc, les gens ne pouvaient pas souscrire et avaient accès gratuitement au contenu. Qu'est-ce qui a été fait? Il a été fait la proxification de Pool.io, qui était leur partenaire média, dans le but de désadbloquer leur paywall, et on a plus 9% de clics et d'abonnements payants. Donc là, effectivement, pour tous ceux qui ont des médias, des cookies, des banners et ce genre de choses, vous allez avoir un impact sur ce point. CAPI, qui était le sujet d'aujourd'hui pour vous donner quelques éléments. Côté méta, on communique en moyenne sur une vingtaine de pourcents d'amélioration du ROAS de vos campagnes. C'est honnêtement... je vous dis, nous, on a plus de 250 clients maintenant. C'est des chiffres sur lesquels on est hyper à l'aise et vous pouvez être assez à l'aise en interne sur un objectif d'amélioration du ROAS de vos campagnes par CAPI. Ici, un petit retour d'expérience. On fera un livre blanc bien plus complet là, dans les quelques semaines et on pourra vous l'envoyer aussi. Yves Rocher, où là, il y a vraiment un A/B test 50-50 entre pixel et serveur. Et on voit qu'il y a un vrai impact sur les campagnes de prospecting, qui était un vrai intérêt quand on fait du social ad, c'est pour aller chercher du nouveau client. Et deux éléments majeurs, 26% de réduction du coût d'achat sur les prospects grâce à la donnée et aux algos améliorés avec CAPI. Et ensuite, un phénomène qu'on remarque au bout de 2-3 mois, c'est une baisse significative des CPC ou des CPM en fonction des achats médias par rapport à l'adage, tout ce qui est rare est cher. Donc, moins vous avez de données à partager, plus elles coûtent cher sur le réseau social. Et donc, on voit aussi un effet de masse. C'est que comme on a une migration massive du marché et des annonceurs, on contribue tous à redonner de la donnée sur ces plateformes-là et donc à ne pas la rarifier. Et le fait de ne pas la rarifier a une incidence sur les CPC, les enchères sont un peu moins élevées. Et donc, on constate comme ça chez les annonceurs à peu près 8% de baisse sur la partie coût média direct. Donc ça, ce sont les aspects. Donc, meilleure reconnaissance analytics dans vos outils. Donc, amélioration de la qualité des données, modèle d'attribution. 15% de hits supplémentaires en moyenne sur desktop
par rapport au bypass des adblockers et une vingtaine de % d'amélioration du ROAS sur Meta que vous pouvez appliquer à TikTok, Pinterest, Snap. Et si vous voulez faire du Google Ads en server-side, on sera plutôt à 10-11% d'amélioration du ROAS. Pourquoi c'est un peu moins? C'est parce que Google n'est pas tout à fait aveugle si on lui enlève son cookie tiers, puisqu'on est plusieurs à naviguer avec Android ou Chrome, et donc ils ont d'autres mécaniques de reconnaissance des individus, là où les plateformes médias sont complètement aveugles si on leur enlève leur cookie tiers. Les ROI ici sont très digitaux, on ne parle pas de offline et autres, et donc peut-être que demain on reviendra avec des webinars sur des ROI. Il y a plein d'autres use cases et ça fera la chronologie de prochains webinars sur la partie server-side si le projet vous intéresse. Là, l'idée de ce webinar, c'était vraiment se dire, OK, comment on peut y aller, comment on peut appréhender le sujet. Ce n'est pas si compliqué que ça, puisque effectivement, on a des agences analytics maintenant qui vous accompagnent sur ces sujets-là, sans que vous ayez besoin de monter fortement en compétences. À Addingwell, on a essayé de simplifier l'accès à cette partie techno serveur. Et en termes de timing, et c'était un peu l'idée, on a voulu faire ce webinaire avec Bespoke début septembre parce qu'on va rentrer dans la période où vous allez dépenser beaucoup d'argent à partir d'octobre, novembre, décembre sur la fête de fin d'année. Et il est encore temps de monter votre POC, de monter votre serveur pour lancer Capi. Il faut juste être bien accompagné et c'est pour ça qu'on est très content d'avoir Bespoke en partenaire certifié aussi. C'est que ce projet-là, en 2-3 semaines, si vous avez une stack déjà montée, si vous avez fait votre migration GA4, franchement, ça se fait assez facilement sans avoir trop peur de cette contrainte technique. Ouais, tout à fait. On a répondu quasiment à l'ensemble des questions. On est pile poil dans le timing, puisque comme les questions ont été prises en même temps, on s'était dit, allez, pas plus de 45 minutes. Si jamais il y a d'autres questions, on peut les prendre avec Damien, avec plaisir. J'ai une personne qui avait posé une question dans l'onglet questions sur est-ce qu'on a une estimation de la baisse d'audience que va subir Meta en passant via les cookies tiers. C'est un peu ce que je disais, on a répondu à l'inverse à cette question, c'est qu'est-ce qu'on gagne. Donc Facebook perd une quinzaine de % à cause des adblockers et perdra totalement son audience à la fin des cookies tiers, parce qu'en fait, le seul navigateur dont on n'a pas parlé en toute transparence, c'est Internet Explorer. Et pour l'instant, Microsoft n'a pas communiqué sur une fin des cookies tiers dans son navigateur, mais allez voir dans votre Matomo, Piwik ou Google Analytics la part de trafic d'Internet Explorer. Vous verrez que c'est pas là où vous faites le business, c'est vraiment effectivement Safari, iOS, Chrome, où là, ça va être presque urgent. Je ne vous cache pas qu'il y a une petite interrogation sur le décommissionnement du pixel de la part de Facebook, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Chrome va couper les cookies tiers, il y a une grande question chez Meta de se dire est-ce qu'on maintient notre pixel, est-ce que ça ne va pas être obligatoire d'être sur Capi pour pouvoir faire du méta. Ça, c'est un des sujets qui est un petit peu sur cette partie-là. Alors, dans l'ordre, et après, on se partage les réponses sur ça. Alors, Romain, pourquoi tu indiquais que Google n'était pas complètement aveugle? J'indiquais ça parce qu'effectivement, quand vous êtes sur Android ou sur Chrome ou vous avez un compte Gmail, Google a ces informations de son côté et donc est capable de réconcilier sur la partie Google Ads principalement, là où Facebook, son seul moyen, c'est si vous surfez depuis son navigateur, depuis un téléphone mobile. Par contre, dès lors que vous êtes sur un Chrome PC, s'il n'y a plus de cookie tiers, il n'y a plus d'identification. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Sarah qui demandait un case study sur du lead. Nous, on est en train de migrer en server-side sur la partie mesure d'audience, pour le coup, Sarah. Certains clients sur du contenu éditorial ou sur de la génération de leads. C'est des choses qu'on souhaite monitorer sur les semaines et les mois à venir. Également, après, sur des tags médias. Pour le moment, c'est plus sur de la mesure d'audience sur lesquelles on intervient. Dans un second temps, on migrera sans doute les tags médias également en server-side. Mais de notre côté, c'est des choses sur lesquelles on aimerait aussi apporter de la visibilité autre que sur du e-commerce. Mais après, les tendances devraient être sensiblement les mêmes puisqu'on est sur un marché et un environnement qui touche à la fois le monde des e-commerçants et également de tous ceux qui font du lead, de l'édito et j'en passe. Mais ce sera intéressant également de monitorer cela. Ouais. Top. Sur une question sur où est-ce qu'on peut trouver les templates qui améliorent la web perf.
vous avez la galerie de templates que j'ai partagée en haut du chat. Ces tags-là, ils sont réalisés par Honeywell. Donc, nous, on alimente le GitHub. Parce que l'idée, c'est d'éviter de saturer la galerie Google Tag Manager. Hein, parce que s'il y a 4 tags Facebook sur la galerie, c'est pas aider le marché. Donc, je vous invite à suivre. D'ailleurs, sur GitHub, vous allez retrouver Quanco, Awin, CJ et d'autres tags que l'on fait. Il y a quelques GitHub qui traînent sur ce sujet-là. Il y a aussi un Slack, Data for Marketing, sur les passionnés du sujet. On essaye, nous, d'être assez actifs. C'est un forum un peu français sur Slack. S'il y en a qui veulent rejoindre ce Slack-là, c'est assez intéressant pour ces questions de tracking. Le sujet du projet et du temps, Damien l'avait traité un petit peu. Hein. C'est vrai que si aujourd'hui vous avez un GA4 avec un data layer qui est bien, franchement, c'est du paramétrage et du suivi. Donc, c'est des sujets qui peuvent se poker assez facilement avec quelques jours chez un analyste, un web analyste ou chez un consultant chez Bispop pour vous monter un POC. Donc, on va parler de plutôt quelques jours et on ne va pas parler en semaines, mois à partir du moment où vous avez ça. Si vous avez un data layer qui est un peu catastrophique, ça, malheureusement, je pense qu'on ne peut pas trop échapper. C'est un peu l'adage shit in, shit out. Hein. Donc, si on envoie de la mauvaise donnée, à la fin, il en ressortira des choses mauvaises. Donc, c'est aussi profiter de ce genre de projet-là pour cleaner un petit peu ça. Donc, Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des projets server-side qui font que on peut aller très vite. Mais si on s'aperçoit que dans le data layer, la donnée n'est pas de bonne qualité ou ne, ou ne respecte pas les optimisations, on va, on va pas avoir en fait un score qui sera fiable et viable. Et quand on parlait tout à l'heure de data quality, ben, typiquement, un data layer propre est nécessaire pour avoir une data quality saine. Ce qui fait que ça peut, voilà, ça dépend de la bande passante aussi côté dev chez l'annonceur pour pouvoir traiter ces demandes. Parfois, ça peut aller très vite si les équipes sont mobilisées. Mais ouais, je rejoins Romain surtout sur la propreté du data layer. C'est le point d'ordre. Après, sinon, la mise en place peut aller très vite. top. Je remercie au passage, hein, comme on a dépassé un peu le timing, l'idée c'est de répondre aux questions et on voit qu'on a quelques personnes qui nous ont quittés sur cette partie-là. Donc, on prend le temps de répondre à chacune des questions et vous avez le replay de toute façon de votre côté. Pour la question sur la partie collectée en first party, oui, en fait, en client-side, vous collectez forcément en first party dès lors que c'est votre nom de domaine qui pose le cookie. La différence, c'est cette méthode-là, la first party en client-side, c'est que Safari iOS maintient une durée de vie de ce cookie de maximum 7 jours jusqu'à 24 heures dans le pire des cas. C'est-à-dire que dès lors que c'est un cookie first party, mais un peu trop décoré, avec des gclid, des choses comme ça, ou des paramètres d'URL, le cookie va être maintenu que 24 heures. Donc, c'est aussi pour ça que l'analytics est fortement invité à passer en server-side pour justement prolonger cette durée de vie. Estimation des coûts. Côté Addingwell, c'est assez simple. Hein. Vous avez différents modes de souscription sur Addingwell. Si vous voulez vraiment le support premium, un contrat, un DPO qui a son propre DPA et autres, il faut compter une licence autour de 6K par an et avec une base volumétrique qui va évoluer en fonction de la taille de votre site internet. Et donc, effectivement, là, on a des écarts types. Hein. On bosse entre Accor Hôtel Monde et une petite DNVB qui vient de démarrer. Forcément, ce n'est pas les mêmes coûts. Et après, côté projet, je ne sais pas si Damien, tu arrives à estimer une enveloppe. Si un annonceur veut totalement externaliser ça, qu'est-ce que ça donne? Ouais, après, là où nous, on a toujours une inconnue, ça va être vraiment sur la propreté du data layer. S'il y a une intervention à faire en termes de config sur le data layer, sinon après, pour la configuration côté SGTM et CAPI, on table plutôt sur du 5K, quoi. Eh ben, je pense qu'on a répondu à toutes les questions, Damien. J'ai J'ai refait l'impression. le tour. Si jamais quelqu'un n'a pas eu la réponse, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais, comme on dit dans certaines cérémonies. Merci, Damien, pour l'invitation. En tout cas, je te laisse le mot de la fin. Ouais, merci. Merci beaucoup, Romain, pour ta participation. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Merci à tous pour votre participation. On a pris plaisir à vous partager ce sujet-là qui est dans l'air du temps et qui va nous animer sur les prochains mois, hein, notamment. Et,
Et puis, vous allez recevoir le replay dans tous les cas. Et puis, nous, on reste ouvert à la discussion dans tous les cas avec Romain. Donc n'hésitez pas. Bon appétit, à bientôt. Bon appétit à tous.